Voyons la distribution d'échantillonnage d'une moyenne, ce qu'on appelle aussi le théorème central limite pour une moyenne. En statistique, on cherche souvent à obtenir la valeur d'une moyenne d'une population, une moyenne qu'on appelle mu. C'est notre but ultime. Il existe deux façons de trouver la valeur de la moyenne de la population, soit par recensement ou en généralisant la moyenne obtenue avec un échantillon qu'on note par X bar à partir de données qui ont été sélectionnées aléatoirement dans la population. Le recensement, c'est un processus qui est long, qui est coûteux, qui est parfois impossible à réaliser. Donc, notre option la plus abordable, qui est moins longue, moins coûteuse et aussi fiable sous certaines conditions, ça sera la généralisation de notre moyenne X bar à la population donnée. Par contre, avant de pouvoir faire ça, avant de pouvoir tirer des conclusions sur une population à partir de données mesurées en échantillons, il faut d'abord étudier le comportement de tous les échantillons possibles prélevés dans une population. C'est ce qu'on entend par distribution d'échantillonnage. La distribution, la répartition de tous les échantillons. Concrètement, on utilisera la valeur de la moyenne obtenue en échantillon, X bar, pour estimer la valeur de la moyenne de la population mu. Il est donc primordial d'étudier le lien entre X bar et mu. On va donc se détourner temporairement du but ultime qui était de trouver mu pour étudier le comportement de toutes les moyennes d'échantillons qu'il est probable d'obtenir lorsque l'on connaît mu. Donc, on va regarder si mu est connu, que se passe-t-il au niveau des X bar. C'est ce qu'on appelle le théorème central limite, le TCL. On veut donc s'intéresser à la loi du hasard qui unit la moyenne d'un échantillon et la moyenne d'une population. Si la méthode d'échantillonnage utilisée est adéquate, un échantillon devrait être représentatif de la population. Donc, on parle d'une méthode d'échantillonnage probabiliste. Donc, il faut que le hasard intervienne dans la sélection des unités statistiques. Donc, le but, c'est que toutes les unités statistiques aient les mêmes chances d'être sélectionnées que les autres. Or, il est peu fréquent que X bar soit égal à mu. Il existe presque toujours un écart entre ces deux données, ce qui est logique, puisqu'on n'a pas la même taille d'échantillon que de population non plus. Donc, il y a toujours un écart entre ces deux valeurs-là. On veut essayer de quantifier un petit peu cet écart-là, de voir ce qui est probable de ce qui est improbable. Donc, quelle est la variation entre mu et X bar? Comment estimer la moyenne échantillonnale lorsque nous avons la moyenne de la population? Essayons de voir avec un exemple ce qui peut se passer. Donc, on est dans notre optique où on connaît mu et on essaie de voir les valeurs possibles pour X bar. Notre mise en situation. On est en plein processus d'évaluation de l'efficacité de la chaîne de production. L'usine, avec un nom, décide de mesurer le temps d'assemblage des boîtes pour leur céréales moins que populaire de marque sans goût. Le temps moyen d'assemblage en secondes pour une population de 5000 boîtes de céréales est de 15 secondes avec un écart type de 3 secondes. Notre 5000 boîtes de céréales, c'est notre taille de population qu'on note par grand N. Le 15 secondes, c'est un temps moyen pour la population, donc on le note par mu. On a un écart type de population, donc sigma, de 3 secondes. Si on se souvient comment on interprétait l'écart type, on pouvait donc affirmer que la plupart des 5000 boîtes de céréales produites prendra un temps d'assemblage entre 12 et 18 secondes. On sélectionne à l'aide d'Excel un échantillon de 50 boîtes de céréales au hasard. On calcule la moyenne d'âge pour cet échantillon. On se sélectionne un échantillon de taille 50, donc de petit n de 50, et on s'intéresse à X bar, aux valeurs possibles de X bar. Si on calcule l'écart type du temps d'assemblage pour les 50 boîtes de l'échantillon, on obtiendra plutôt S. Donc, pour faire la nuance entre l'écart type sigma qu'on a mesuré tantôt de 3 secondes, lui est pour les 5000 boîtes de céréales, si on en calcule un pour notre échantillon de 50 boîtes, ça sera plutôt S. Donc, notre valeur d'écart type S ne sera pas de 3 secondes nécessairement. Donc, S et sigma ne valent pas non plus exactement la même valeur. Intuitivement, est-il possible qu'à partir d'un échantillon de 50 boîtes de céréales sélectionnées au hasard parmi la population de 5000 boîtes de céréales, d'obtenir une moyenne d'échantillon X bar d'environ 16 secondes? On ne se questionne pas sur les chances de sélectionner un temps d'assemblage d'une boîte de céréales d'environ 16 secondes, mais sur les chances que la moyenne des 50 boîtes de céréales sélectionnées au hasard soit d'environ 16 secondes. On sait que les données de la moyenne et de l'écart type de la population nous font interpréter le fait que le temps d'assemblage de la plupart des 5000 boîtes de céréales est entre 12 et 18 secondes. Ce qui fait que si on sélectionne 50 boîtes parmi ces 5000 boîtes-là, il y a bien des chances que ce soit possible que notre moyenne à partir de cet échantillon-là nous donne 16 secondes. Ça serait le même raisonnement pour 14 secondes. Si la plupart de nos boîtes dans la population
ont des temps d'assemblage entre 12 et 18 secondes, bien, il y a beaucoup de chances que dans notre échantillon, on ait des boîtes entre 12 et 18 secondes et d'obtenir une moyenne de 14 secondes. Qu'en est-il pour 18 secondes et 12 secondes? Il est assez peu probable d'obtenir une moyenne d'échantillon de 18 secondes et de 12 secondes avec notre population de données. On va voir pourquoi. Pourquoi est-il très peu probable d'obtenir une moyenne d'échantillon d'environ 18 secondes? On sait que le temps d'assemblage de la plupart des 5000 boîtes de céréales est entre 12 et 18 secondes. Pour créer notre échantillon de 50 boîtes, on sélectionne au hasard 50 boîtes parmi ces 5000 boîtes-là. Cet hasard va faire qu'on va sélectionner beaucoup de boîtes avec des temps d'assemblage compris entre 12 et 18 secondes. Pour qu'on obtienne une moyenne d'échantillon d'environ 18 secondes, il faudrait que l'on retrouve dans notre échantillon beaucoup de boîtes assemblées dans un temps supérieur ou égal à 18 secondes et très peu de boîtes dans des temps environnant les 12 secondes, ce qui est peu probable. Il faut se rappeler que la moyenne, c'est une mesure qui est influencée par les données extrêmes. Donc, si je veux une moyenne de 18 secondes, il faut que j'aille des temps qui viennent tirer cette moyenne-là. Donc, il faut que j'aille beaucoup de boîtes autour des 18 secondes ou des boîtes avec des temps très élevés qui viennent tirer la moyenne, ce qu'on a peu de chances de retrouver compte tenu de notre population. C'est le même raisonnement qui explique l'impossibilité d'obtenir une moyenne d'échantillon de 12 secondes. La moyenne est toujours influencée par les données extrêmes. Donc, si je veux une petite moyenne, il faut que j'aille beaucoup de petites données ou des données extrêmes très petites. Il faudra avoir beaucoup de boîtes dans l'échantillon assemblé dans un temps inférieur à 12 secondes et comme il y en a peu dans la population, il y a peu de chances qu'on les ait toutes recueillies dans notre échantillon. On voit donc qu'il y a des valeurs probables et des valeurs improbables pour X bar si on connaît la valeur de la moyenne de la population mu. Supposons maintenant qu'on veut étudier toutes les valeurs possibles de X bar. Donc, le faire d'une façon plus rigoureuse. Ne pas y aller d'une façon subjective en disant oui, je pense que c'est probable ou non, c'est improbable. Donc, je veux vraiment le quantifier, d'essayer de voir ce qui se passe réellement pour tous les échantillons possibles. Donc, pour ce faire, il faudrait prendre les données de la population et former tous les échantillons possibles de taille 50. On va faire une simulation réalisée avec Excel où on va sélectionner plusieurs fois des échantillons de taille 50 et on va regarder les valeurs qu'on obtient pour X bar. Donc, ça va nous donner un scénario possible au niveau de la loi du hasard qui unit la moyenne de l'échantillon à la moyenne de la population. Donc, on va essayer de voir comment se comporte le hasard quand on a accès à des données de population et qu'on essaie de prédire des moyennes d'échantillons. Donc, on est dans notre mise en situation où on a une population de 5000 boîtes de céréales. On sélectionne un échantillon de taille 50. On sait que dans notre population, la moyenne de la population, c'est 15 secondes. L'écart type est de 3 secondes. Donc, ce que vous allez voir, c'est la sélection. On va sélectionner les échantillons, puis on va voir c'est quoi les valeurs possibles pour ce X bar-là. Donc, le X bar pour l'échantillon qui va être choisi va être notre petite croix rouge et le graphique, donc ça va s'accumuler. Donc, chaque fois qu'on va faire un échantillon, il va s'ajouter un X bar et notre graphique va se modifier. Donc, je vais piger un nouvel échantillon. Donc, pour le moment, j'en ai 2 échantillons de sélectionner. Donc, j'ai une moyenne de X bar qui est tombée ici et la précédente était là. On va voir que notre moyenne de population qui est 15 secondes est au centre et on va regarder le comportement justement des X bars là par rapport à la moyenne de la population. Donc, je pige un nouvel échantillon. Excel, ce qu'il est allé faire dans ma population qui est indiquée ici dans ma première colonne, il est allé chercher un échantillon au hasard de 50 boîtes de céréales. Donc, les boîtes qui ont été sélectionnées sont en rouge et j'en ai donc 50. À partir de ces 50 boîtes-là, il se calcule une moyenne qu'on a vu ici par le petit X bar. Ça va donner 14,8. Et je continue comme ça. Si je me pige un nouvel échantillon, donc, Excel est allé chercher 50 boîtes de céréales. Peut-être qu'il a pris quelques-unes des mêmes que tantôt, mais bref, c'est un nouvel échantillon de 50 boîtes. Et la moyenne qu'il a calculée est tombée plutôt là. Une moyenne de 15,6. Et on continue comme ça. J'en pige un nouvel. Donc, j'ai obtenu une moyenne d'échantillon plus proche de la moyenne de la population. Et on continue. Donc, chaque fois, Excel se sélectionne un nouvel échantillon de 50 boîtes de céréales et calcule une moyenne qu'il place sur le graphique. Et je vais y aller en mode rafale maintenant. Donc, je vais lui faire calculer 10 moyennes et les placer sur le graphique. Je vais reprendre une autre rafale de 10.
On commence déjà à avoir une certaine tendance de voir que les moyennes d'échantillons, donc la petite croix rouge, apparaît plus souvent près de la moyenne de la population que loin. Donc j'en ai obtenu des moyennes d'échantillons plus loin, donc dans les extrémités ici, mais j'en ai beaucoup moins qu'autour de notre moyenne de population. Donc je le vois sur mon histogramme. Donc par exemple, j'ai 4 moyennes d'échantillons qui sont tombées dans cette classe-là. Je vais aller un petit peu plus vite, je vais faire une rafale de 100 échantillons différents. Après cette rafale de 100 échantillons, on en a maintenant 137 échantillons sélectionnés, donc 137 moyennes X-bar calculées. On commence à avoir une tendance. On voit qu'il y a beaucoup plus de X-bar qui se ramassent près de notre moyenne de population et pas mal moins quand on s'éloigne. On n'a pas encore notre forme de cloche qui apparaît parce qu'on n'a pas assez d'échantillons sélectionnés. Donc si on regarde maintenant la courbe quand on a 5118 échantillons sélectionnés. Excel, on lui a fait faire le processus 5118 fois. Donc, il a calculé 5118 échantillons différents et il en a sorti que la moyenne de cet échantillon-là. Donc, par exemple, sur la dernière moyenne qu'il a calculée, où on voit le petit X rouge, on voit les données qui ont été sélectionnées dans la population en rouge pour la sélection de notre échantillon. Donc, l'échantillon étant le suivant. Donc, c'est une moyenne sur ces données d'échantillons-là qu'on a calculées. Et on voit que la courbe commence à être presque une belle forme de cloche parfaite. Elle serait parfaite si je sélectionnais tous mes échantillons possibles de taille 50 dans une population de 5000. Ce qui veut dire que la variable x bar, là, on pourrait la représenter sur l'axe x ici. Ça serait la variable qui représenterait toutes les moyennes d'échantillons possibles. Bien, ça va tendre à être une loi normale. On va confirmer le tout avec un théorème central limite qui va permettre de nous dire est-ce que ça suit bien une loi normale ou il n'y aurait pas une autre loi possible. Mais déjà, on a une bonne idée. Quand notre taille d'échantillon est de 50 et que si je sélectionne tous les échantillons possibles de taille 50 dans ma population au hasard, bien, j'ai beaucoup de X-bar qui sont près de la moyenne de la population et de moins en moins quand je m'éloigne. Et j'ai une certaine dispersion, donc comme ça va me donner une loi normale, il y a une certaine dispersion que je peux calculer, entre autres en calculant l'écart type de cette distribution-là, donc un écart type qu'on appellerait sigma indice X-bar, et on va voir la formule pour le calculer dans notre théorème central limite. Voyons ce fameux théorème central limite qui nous permet de déterminer quelle est la variable X-bar, quelle loi suit-elle et quelle est sa moyenne et son écart type. Supposons une variable statistique X étudiée dans une population de taille grand N avec une moyenne notée mu et un écart type noté sigma. Alors, la variable aléatoire grand X bar représentant la moyenne obtenue pour les échantillons de taille petit n tirés de la population possède les caractéristiques suivantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, on a deux variables d'énoncé. La variable grand X qui est la variable mère étudiée. Donc, celle qu'on regardait au départ chez nos unités statistiques. Elle doit être quantitative pour pouvoir en calculer une moyenne. On s'intéresse maintenant à une nouvelle variable qu'on appelle grand X bar et qui représente tous les petits X bar que l'on pourra obtenir si on sélectionnait au hasard tous les échantillons possibles de taille petit n dans la population. Comme c'est une variable qui représente des moyennes d'échantillons, c'est une variable qui est quantitative aussi. Et puisqu'elle est quantitative, on peut lui calculer une moyenne et un écart type. Donc la moyenne de cette variable-là, on va l'appeler mu indice grand X bar, ça correspondra à la moyenne de la population. Donc, si on avait tous les X-bars possibles qui existaient à partir de tous les échantillons qu'on pourrait former, la moyenne de toutes les moyennes d'échantillons possibles, ça serait la moyenne de la population. Et il y a une certaine dispersion de cette variable aléatoire-là, une dispersion qui est plus petite que la dispersion de la variable mère. Donc, sigma, indice X-bar, représente la dispersion de la variable grand X-bar. Bien, sigma X-bar sera toujours plus petit que sigma parce qu'on regarde juste des moyennes d'échantillons entre elles. Donc, c'est normal, les moyennes d'échantillons, c'est des données plus rapprochées que les données de la population de la variable mère. Donc, sigma X-bar, on va le calculer en faisant sigma sur racine de n, avec peut-être un facteur de correction. Donc, si jamais on a un grand N plus petit que 20 fois petit n, on parle d'une petite population, alors on multiplie par le facteur de correction pour obtenir un sigma X bar qu'on calcule en faisant sigma divisé par racine de n multiplié par le dit facteur de correction qui est la racine de grand N moins petit n sur grand N moins 1. Et on a aussi
une loi de probabilité. Donc, cette variable-là se distribue selon quel type de loi? On a trois possibilités, trois conditions à aller vérifier. Si on a une taille d'échantillon plus grande ou égale à 30, alors notre variable x bar va automatiquement suivre une loi normale. C'était le cas de la simulation qu'on vient de faire sur Excel. On avait une taille d'échantillon de 50 et on voyait que plus on sélectionnait des échantillons, plus la courbe qu'on plaçait sur l'histogramme ressemblait à une courbe normale. Si notre taille d'échantillon est plus petite que 30 et qu'on sait que la variable mère x va suivre une loi normale dont le sigma est connu, alors la variable x bar, elle va suivre aussi une loi normale. Et la dernière possibilité, c'est une loi de Student qui ressemble à une loi normale, mais avec une cloche un petit peu plus écrasée, plus de données aux extrémités de la courbe. Elle va se produire si j'ai une taille d'échantillon plus petite que 30. Je sais que la variable mère va suivre une loi normale, mais le sigma sera inconnu. Je ne connais que l'écart type de l'échantillon S, par exemple. Alors, x bar va suivre une loi de Student avec n-1 degré de liberté. Ce théorème est à la base de plusieurs concepts en inférence statistique. On va réaliser entre autres des intervalles de confiance pour estimer des moyennes de population, mais on va aussi faire des tests d'hypothèses sur une moyenne. Donc même si ça paraît un peu compliqué là, au premier regard, on va décortiquer ça, donc on va se donner le temps d'utiliser ce théorème central limite-là. On l'utilisera vraiment là, dans plusieurs concepts statistiques.